Philippe Lacube pour Univisuel pour le projet Personnalité ariégeoise. Bonjour à tous, merci de nous retrouver donc aujourd'hui. On est donc avec Philippe Lacube. Bonjour. Bonjour Philippe, tout d'abord félicitations pour ces réélections. Merci pour ces mots. Oui, c'est vrai que c'était pas une élection facile, donc on en savoure d'autant plus cette victoire. Bien sûr, on y reviendra, bien évidemment. On reviendra sur votre parcours. Vous avez été donc réélu président de la Chambre d'agriculture avec une nouvelle étiquette libre de cultiver notre avenir. Bien sûr, on ne vous présente plus. Je pense que dans le département, on vous connaît. On vous connaît notamment car vous êtes un passionné de montagne et d'agriculture. Vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Ça, on le verra tout au long de l'interview. On va revenir sur votre parcours entrepreneurial. C'est, je pense, très inspirant. Vous avez mis en place la vente directe il y a un petit moment de cela. Oui, il y a une trentaine d'années, un moment où on n'en parlait pas trop. Voilà, c'était assez précurseur. Absolument. Vous avez mis en place des randonnées découvertes au plateau de Baye, et puis bien sûr le restaurant Lacube. Et vous êtes également un homme très engagé contre la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Absolument. On y fera un petit détour. Bien sûr. Voilà, connaître un peu votre avis sur ce sujet-là. Et encore une fois, le but étant d'informer donc la population ariégeoise sur ce qui se passe dans votre monde. Le monde donc de Philippe Lacube. Tout d'abord, avant de pouvoir parler des élections, de parler de votre parcours, j'aimerais qu'on puisse poser un peu les bases de ce qu'est la Chambre d'agriculture. Donc, qu'est-ce que la Chambre d'agriculture ? La Chambre d'agriculture, donc, il y a une Chambre d'agriculture dans chaque département. Il y a des chambres d'agriculture régionales et une Chambre d'agriculture nationale. La Chambre d'agriculture est un établissement public sous tutelle de l'État, gouverné par des gens qui sont élus et qui représentent donc la profession agricole. Des élections qui ont lieu tous les 6 ans et qui élisent donc un président et un bureau de Chambre d'agriculture avec des missions qu'on appelle consulaires, c'est-à-dire des missions régaliennes de chambre d'agriculture qui concernent l'élevage et autres, des missions de conseil pour accompagner les agriculteurs dans leur quotidien. C'est ça une chambre d'agriculture. Et pour les agriculteurs, la chambre d'agriculture est un outil qui est important. Il n'y a qu'à voir le taux de participation qu'on a eu dans l'Ariège ce coup-ci, avec quasiment 75%. On a un taux de participation extraordinaire, beaucoup plus important que mes collègues des autres chambres consulaires, CCI ou CMA. Les agriculteurs vraiment s'intéressent à leur chambre d'agriculture. Ils sont impliqués. Et ils sont impliqués dans leur chambre d'agriculture. Oui, donc la chambre d'agriculture est là pour appuyer, pour aider donc les agriculteurs qui souhaitent se lancer, s'installer, s'informer, se former. Exactement, qui souhaitent s'installer, évidemment, tout le travail que nous faisons dans l'accompagnement à l'installation, mais à l'accompagnement aussi de la vie de l'exploitation agricole toute sa vie durant. On est aussi dans l'accompagnement des agriculteurs sur toutes ces nouvelles pratiques. D'accord, donc c'est bien destiné à tous les agriculteurs, les éleveurs, tout ce qui touche. Et ça, c'est vraiment ma marque de fabrique, c'est que moi je tiens à ce que nous soyons une chambre d'agriculture qui s'occupe de tous les agriculteurs de son département. Je le dis souvent, du maraîcher qui est à Saint-Jean-du-Falga, comme du céréalier qui est à Saverdun, de l'éleveur qui est ici dans la montagne ou du fromager qui est dans le Couserans. Notre mission est d'accompagner toutes les formes d'agriculture. D'accord. Donc, si des personnes souhaitent s'informer sur comment lancer son exploitation ou comment devenir agriculteur, ils peuvent peut-être venir toquer chez vous, au moins pour avoir quelques informations. Bien sûr, nous avons un point information sur tout ce qui concerne l'installation. Oui. D'ailleurs, qui est un secteur qui est très dynamique, puisque l'Ariège installe beaucoup. Il faut le savoir, il faut que vos auditeurs et vos spectateurs le sachent. Nous avons installé l'année dernière plus de 100 jeunes. Nous sommes un des seuls départements de France à avoir un taux de renouvellement positif. C'est-à-dire que l'année dernière, on a installé 120 jeunes, on a eu un taux de renouvellement de 120%. C'est-à-dire qu'on installe 12 jeunes pour 10 départs à la retraite. Voilà, ce qui est énorme. Alors, il faudra être bon longtemps, puisque... Bien sûr, c'est sur la durée, mais c'est déjà un point très positif par rapport à d'autres départements. Absolument. Ouais, et avec beaucoup d'installations qui s'effectuent hors cadre familial, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de parents agriculteurs, et je crois aux alentours de 40-45% d'installations qui sont des femmes. C'est sûrement lié peut-être à l'Ariège, à notre département, qui doit peut-être inciter, donner envie de ça. Alors oui, il y a plusieurs raisons qui font qu'on installe beaucoup. L'Ariège est attractive, c'est vrai. On a aussi un prix du foncier qui est inférieur à beaucoup de départements en France.
C'est un des points clés pour l'attractivité, hein, pour installer des jeunes qui arrivent sans trop de capitaux. On a aussi une vraie politique d'installation dans ce département. On n'est pas les seuls, la Chambre d'agriculture, à travailler l'installation. D'autres structures les travaillent, d'autres syndicats le travaillent. Mais s'il n'y avait pas une Chambre d'agriculture fer de lance sur ce sujet, on n'aurait pas autant d'installations. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur? Oui, mais dans les 50% d'installations hors cadre familial, je dirais que quasiment toutes, ou pas loin de toutes, sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent hors département. Des gens qui amènent des projets, qui amènent des idées, qui amènent aussi une autre façon de voir et qui est intéressant. Et c'est là où on voit l'attractivité de notre Ariège au niveau de l'agriculture. C'est très encourageant, mais ça fait plaisir de voir ça. Complètement. Pour revenir donc à vous, à votre réélection, ça se dit? Oui, une réélection. Oui, absolument. Hein? Réélection. Pourquoi vous êtes représenté? Parce que si on remet un peu dans le contexte, vous avez déjà été élu il y a 6 ans de cela pour une première fois donc en tant que président de la Chambre d'agriculture. Oui. Et donc là, vous vous êtes réélu, enfin vous êtes représenté une seconde fois, mais un peu tardivement, il me semble. Absolument, absolument. Alors, je l'ai expliqué de nombreuses fois et je vais y revenir. En fait, j'avais décidé de ne pas me représenter, à la fois pour des raisons personnelles, à la fois parce qu'un mandat de président de la Chambre d'agriculture, c'est lourd. Voilà, c'était une décision que j'avais prise au mois de juin. À partir de là, les syndicats majoritaires ont rapidement choisi un nouveau candidat. Qui n'a pas fait l'unanimité dans les rangs du syndicalisme majoritaire. Et beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de responsables professionnels m'ont demandé de me représenter parce que sinon, il y avait un risque majeur, c'est que la Confédération paysanne remporte cette élection. Quel est le risque majeur que... Nous avons avec la Confédération paysanne, qui est un syndicat qui est très implanté, qui est très solide en Ariège, nous avons des différences de vision politique sur certains dossiers, comme l'eau par exemple, comme la prédation, comme la PAC, qui nous différencient. Moi, je respecte beaucoup mes collègues de la Confédération paysanne, mais on a le droit aussi de ne pas être d'accord sur des sujets, sur des opinions politiques qui sont majeures. Et sur des grands dossiers comme ça, c'est vrai que nous ne partageons pas les mêmes options politiques que la Confédération paysanne. Donc, nous avons décidé d'y aller, soutenus par un grand nombre de responsables d'organisations professionnelles agricoles, et d'aller au combat. Et ce n'était pas facile, puisqu'on était entre ces deux gros syndicats, d'un côté la FNSEA, les jeunes agriculteurs, de l'autre côté la Confédération paysanne, et nous, forcément, sans soutien syndical, autonome, libre d'eux, voilà. Mais quelque part, cette étiquette libre d'eux, elle me va bien aussi. Oui, j'ai toujours été un peu un homme libre. Voilà. Et nous avons fait une belle campagne. Une campagne sur le fond, une campagne sur le projet, une campagne où on a expliqué, où on a rempli des salles. On a vu vraiment quelque chose qui prenait des salles se remplir. Vous avez vu une adhésion, un engouement autour de vous? Un engouement, voilà. Et on s'est dit, oui, manifestement, on peut gagner. Vous avez votre place. Et on gagne. On bat la Confédération paysanne de 80 voix. On savait que ça serait serré. On bat la FNSEA de 250 voix. La différence est quand même assez conséquente, on va dire ça comme ça. Et elle légitime notre place. Et la légitimité, encore plus, elle vient de cette participation. Oui. Quand vous avez 75% de participation, dans un département, vous êtes légitime. Face à l'État, face aux élus, vous pouvez vous considérer comme étant légitime de représentant de votre profession. Vous vous présentez sous étiquette libre, ce n'est pas un syndicat, c'est bien une étiquette libre, c'est bien ça. Face à deux syndicats majeurs, pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence ? Je pense que ce qui a fait la différence, c'est d'abord le travail, la reconnaissance qu'ont eu mes collègues agriculteurs du travail effectué pendant 6 ans. Ça s'est vu, ça s'est su, avec des équipes de techniciens sur le terrain qui ont fait le travail, avec des élus qui ont sillonné le terrain, avec des choses qui ne se voient pas, comme un volet social où on a beaucoup aidé des gens dans la difficulté. Donc, il y a eu le bilan, mais on ne gagne pas avec un bilan. Et oui, on a gagné aussi parce que je pense qu'on a fait une campagne très enthousiaste, très positive, sans jamais critiquer nos adversaires. Nous n'avons jamais critiqué ni la Confédération paysanne, ni la FNSEA et les jeunes agriculteurs. On est resté sur le projet, pas un mot plus haut que l'autre. Vraiment, sur une stratégie d'explication, une stratégie de communication, une stratégie où on a fait preuve, me semble-t-il, où on a été très constructif et on a essayé de faire preuve d'intelligence. Parce que je pense que les agriculteurs ariégeois sont des gens intelligents et ils se sont retrouvés dans ce que nous exprimions. Et c'est ça, je crois, qui nous a fait gagner. Si j'avais perdu, j'aurais été très respectueux de ça.
on a gagné, et forcément on en est très, très heureux. On a quand même la victoire modeste, on la prend avec beaucoup d'humilité, parce qu'elle donne beaucoup de responsabilités. Voilà, mais quand même, bien sûr, avec une certaine émotion, une certaine joie. Une certaine fierté. Quels sont justement les prochains enjeux de ce mandat? Alors, dans les enjeux de ce mandat, dans ce département, il y a des grands enjeux qui concernent en fait tous les territoires, la plaine, les coteaux et la montagne. Dans les grands enjeux, on a la problématique de l'eau, l'accès à l'eau pour les agriculteurs de ce département, qu'ils soient céréaliers, semenciers, maraîchers ou arboriculteurs. On ne peut pas faire d'agriculture sans eau. Donc le dossier de l'eau est un dossier qui pour nous est majeur. On a un deuxième sujet qui est la prédation, avec la présence de l'ours, on en reparlera tout à l'heure, où on concentre 95% des ours qui sont présents dans les Pyrénées. C'est un malheur pour ce massif. On a un enjeu sur l'élevage. 60% des agriculteurs sont des éleveurs. Comment on accompagne l'élevage encore mieux que ce que nous l'avons fait pour que les performances techniques et les performances économiques permettent aux éleveurs de mieux vivre. Vous avez déjà une idée d'une action que vous pourriez mettre en place? Déjà, on a des techniciens de terrain qui accompagnent les éleveurs, si vous voulez, dans le côté technique. Comment je rends mon troupeau plus productif, comment j'arrive à avoir un veau par vache et par an, etc. Il y a cet accompagnement technique de base qu'il faut amener à travers le conseil en entreprise. Également, le souci de valoriser. On l'a fait avec la marque Now. On va être encore plus ambitieux avec cette marque. Cette marque qui a pour une ambition à la fois de valoriser les produits de la vente directe, mais également les produits des filières longues. C'est-à-dire comment on arrive à relocaliser la consommation de viande produite en Ariège dans notre région, sur Toulouse et ailleurs, en structurant des filières longues. On l'a commencé, il faut le finaliser. Donc la problématique de valeur ajoutée, évidemment, c'est ça. Alors voilà, il y a ça, il y a l'installation également, on en a parlé, qui fait partie des sujets majeurs. Donc vous voyez, tout un ensemble de sujets comme ça, qui mis bout à bout, font vraiment une politique d'une chambre d'agriculture, avec la chance que j'ai d'avoir une équipe et des élus qui portent chacun de ces sujets. Moi, je suis quelqu'un qui travaille en équipe, qui fait beaucoup confiance. Et j'ai la chance de travailler avec des gens qui se sont appropriés ces dossiers. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, que s'il y a besoin à un moment donné d'un appui politique, s'il y a besoin d'un lien, etc., je serai avec eux. Le bureau de la Chambre d'agriculture, qui est une instance qui se réunit toutes les 3 semaines, tous les mois, va reprendre tous ces dossiers et dans un espace de discussion très apaisé, très constructif, nous prenons les décisions qui nous semblent les bonnes, encore une fois, pour nos collègues agriculteurs. Bien sûr. Et puis j'imagine que vous êtes dans une continuité du précédent mandat. On est totalement dans la continuité du précédent mandat. Est-ce que ça, c'est une force qui va peut-être vous permettre de pouvoir mettre des actions plus rapidement en place? Exactement. Vous savez, dans les autres listes, il y avait des gens intelligents, sans nul doute, des gens certainement qui auraient fait le travail, sans nul doute. L'avantage de notre liste, c'est que depuis 6 ans, comme vous dites, on travaille et qu'on est élu aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, dès aujourd'hui, les personnes qui étaient responsables de dossiers les reprennent et dès aujourd'hui, elles peuvent être efficaces et opérationnelles sans avoir cette phase d'apprentissage qui est normale quand on arrive et qu'on devient responsable d'une chambre d'agriculture. Pour revenir un petit peu en arrière, pour bien poser les bases, puisque le but de cette vidéo étant bien sûr de parler à tout le monde et même ceux qui ne connaissent pas bien donc, le secteur de l'agriculture, comment est organisée une élection présidentielle? Comment votent les agriculteurs? Combien de temps ça dure? Les agriculteurs ont voté du 20 janvier jusqu'au 31 janvier. C'était un vote à la fois ou électronique ou par papier en renvoyant une enveloppe donc à la préfecture. En Ariège, nous sommes 2352 agriculteurs qui votaient pour le collège 1, parce qu'il y a plusieurs collèges, le plus important étant le collège 1, celui qui représente les exploitants agricoles. Qu'est-ce qu'un collège? Un collège, c'est, je dirais, une partie de la profession agricole. Le collège 1, c'est celui des chefs d'exploitation actifs. Ensuite, il y a un collège des retraités, il y a un collège des propriétaires, c'est que le milieu agricole est sectorisé en plusieurs collèges. En plusieurs collèges. Voilà. Le plus important étant le collège des exploitants agricoles, où nous sommes 2352 exactement agriculteurs votants. Donc c'est sur ce collège qu'il y a eu 75% de participation. C'est ce collège qui quelque part va faire l'élection. C'est lui qui va donner le président. C'est le majoritaire. C'est celui qui est majoritaire. Voilà. Donc tous ces collèges vont élire 33 membres. Ces 33 membres constituent la session de la Chambre d'agriculture. Cette session se réunit
3 fois par an. Donc c'est un représentant par collège qui est Non, élu. sur le collège des exploitants agricoles, nous sommes 18 représentants. Donc c'est peut-être un pourcentage, du coup, ça doit être un pourcentage de représentants. En fonction de l'importance du collège. Voilà. C'est-à-dire que sur le collège exploitant, qui est le collège essentiel, nous sommes sur les 33 membres, 18 élus. Ma liste qui est arrivée la première en a 13. La Confédération paysanne qui est arrivée en 2 en a 3. Et la FNSEA qui est arrivée en 3 en a 2. Voilà. Donc, ils forment les 18 élus du collège exploitant. Et donc, il y en a donc 15 autres des différents collèges. Et c'est cette session qui va élire le président de la Chambre d'agriculture et le bureau. Tout ça est encadré et normé par le code rural avec une session de Chambre d'agriculture dans le département, présidée par le préfet, une session de Chambre d'agriculture régionale, présidée par le préfet de région, et une session de Chambre d'agriculture nationale, présidée par le ministre de l'Agriculture. Et donc vous avez appris votre victoire, donc le 6 février. C'est ça. J'imagine que ça se fête malgré tout. Oui, on l'a fêté, et c'est normal parce qu'on avait quand même beaucoup donné, on n'avait pas beaucoup dormi. Je ne me gargarise pas, je suis à la fois heureux, à la fois satisfait, mais je sais aussi la responsabilité. Mais c'est vrai que quand on a une victoire, il faut aussi la savourer. Bien sûr, vous avez bien raison. Vous êtes aussi un chef d'entreprise, un entrepreneur. On y reviendra après sur votre parcours entrepreneurial, mais avant ça, comment on arrive à conjuguer le business, si puis-je dire, et aussi la présidence d'une chambre d'agriculture? Alors, une chambre d'agriculture, ça demande beaucoup de temps de disponible. Et j'ai la chance d'avoir des jeunes associés qui font le reste et qui font beaucoup pendant que je suis à la chambre d'agriculture. Un jeune, Théo Blasi, qui s'est installé il y a un peu plus d'1 an maintenant, un jeune remarquable que nous avons installé. Fabien Lapeyre, qui est très impliqué sur la partie élevage. Et puis mon fils Jason, qui s'est installé en même temps que Fabien, qui lui est en même temps sur le GAEC, sur la ferme, et en même temps sur l'outil de valorisation qu'est la Maison de la Cube avec le restaurant et le magasin. Et il est évident que je n'aurais pas eu ces 3 jeunes, je n'aurais pas pu être président de la Chambre d'agriculture. Et pour finir sur cette partie Chambre d'agriculture, vous, en tant que président de la Chambre d'agriculture, je pense qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais vous êtes sous quel statut? Alors, j'ai une gratification qui n'est pas énorme. Ce n'est pas un salariat, c'est une gratification en tant que président de la Chambre d'agriculture, là aussi, qui est normée par le code rural, qui est définie par le code rural. Pour moi, président, comme pour les élus de mon bureau, voilà, on ne s'enrichit pas quand on est élu à la Chambre d'agriculture. Non, on ne s'enrichit pas, ce n'est pas fait pour ça. Alors, voilà, on a une gratification qui ne prend même pas en compte la totalité du salaire d'une personne dont vous avez besoin pour vous remplacer. Monsieur Alain Rocher nous a exprimé donc son indemnisation en tant qu'élu donc à la mairie de Pamiers, qui était donc à hauteur de 400 € par mois. Je me dis que c'est peut-être vous un petit peu plus en tant que président de la Chambre d'agriculture. Oui, c'est un petit peu plus en tant que président de la Chambre d'agriculture, mais quand on est président de la Chambre d'agriculture, on est agriculteur. Donc il faut être en capacité de se faire remplacer. Et que ce soit mes élus du bureau ou moi-même, le coût du remplacement n'est pas du tout à la hauteur de l'indemnisation que nous avons pour ce mandat-là. C'est quand même un petit problème, voilà, parce qu'aujourd'hui, dans les élus Chambre d'agriculture, c'est quelque chose, à mon avis, on ne fait pas ça pour l'argent, mais quand même, chaque fois qu'on sort, quelque part, ça nous coûte. On a vu un petit peu qui est Monsieur Lacube aujourd'hui en 2025. Maintenant, on aimerait bien connaître comment Monsieur Lacube de 2025 est devenu Monsieur Lacube. Ouais. Est-ce que vous aviez une famille agriculteur? Est-ce que vous êtes né dans l'agriculture, vous? Non, je ne suis pas né dans l'agriculture. Je suis un enfant de ces montagnes, un attachement très fort au village des Cabanes, avec une mère enseignante, un père qui avait été marchand de vin pendant très longtemps, qui allait chercher le vin à Carcassonne et à Tuchan, et qui, avec le cheval et la remorque, le distribuait dans tous les villages de la Haute-Ariège. Et puis quand on a bu un peu moins de vin, qui a fini sa carrière au Tal de Luzenac. Voilà. Donc un enfant de ces montagnes, mais pas un enfant d'agriculteur. Ouais. Par contre, depuis tout petit, je savais que je ferais ce métier. C'est quelque chose qui m'a attiré. Mais malgré tout, vous les côtoyez de près, les agriculteurs? Je les côtoyais de près parce que j'avais un oncle
qui a beaucoup compté pour moi, on pourra y revenir, Lucien, qui a été mon deuxième père, mon père spirituel. J'étais toujours dans ses pattes. Je ne supportais pas quand mes parents m'amenaient à la plage à Canet. Moi, je préférais rester à la cabane du Vacher, ici à la montagne. Donc vraiment, j'avais depuis tout petit cette envie d'agriculture et cette envie de montagne. Je lis les deux, l'agriculture et la montagne. Et donc j'ai fait des études agricoles parce que c'était la suite logique de ça. Ouais. Et après j'ai été conseiller agricole en chambre d'agriculture. C'est assez rigolo. C'est-à-dire que dans les années 85-6, j'étais conseiller agricole à la chambre d'agriculture que 30 ans plus tard j'ai présidé. Et puis voilà, le monde m'a attiré, je suis parti travailler dans des organisations humanitaires, j'ai travaillé dans les ORES en Algérie, dans l'Atlas au Maroc, je suis parti également en Bolivie. J'ai eu une première installation avec des amis qui sont restés des amis très très forts dans les Hautes-Pyrénées, des anciens copains de promotion, toujours la montagne. Je le dis toujours, je suis président de la Chambre d'agriculture de tous les agriculteurs ariégeois. Et les gens de la plaine le savent, j'ai été un défenseur permanent de l'agriculture céréalière, de l'agriculture semencière, parce que c'est des chefs d'entreprise et que moi, tous les systèmes m'intéressent. Mais c'est vrai qu'au départ, mon lien, c'est la montagne. Je suis un montagnard, c'est comme ça. Il faut bien un premier lien, quelque chose qui vous rattache. Exactement. Et puis après, on s'ouvre les par les voyages, par les expériences. Exactement. À la suite de ça, donc à la suite de vos voyages, vous en avez parlé. Votre mentor, comme vous dites, votre père spirituel, Lucien, donc, a pu vous offrir une opportunité? Exactement. J'étais à ce moment-là, j'étais en Bolivie et un jour, il m'a écrit. Et il m'a dit, voilà, moi, je vais m'arrêter. Il avait les bâtiments qui sont au-dessus, là-haut, et à ce moment-là, il avait une trentaine de vaches. Et il m'a dit, moi, je m'arrête. Donc, si tu veux, il te faut rentrer. Et voilà, je me suis dit, il n'y aura pas 50 opportunités. En plus, je suis très attaché, parce que mes deux grands-mères sont originaires de ce village de Verdun. J'ai la maison familiale aux Cabanes. Et là, je me suis dit, il faut rentrer, tu vas rentrer, pour réaliser ce vieux rêve qui était d'être agriculteur chez moi, dans ma vallée. Et je me suis dit, si tu veux t'en sortir dans ce métier, si tu veux créer de l'emploi, il te faut amener de la valeur ajoutée à ce que tu produis. Alors aujourd'hui, ça s'entend très bien. Oui, il y a 30 c'est dans les mœurs aujourd'hui. Voilà, il y a 30 ans, la valeur ajoutée, on n'en parlait pas trop. J'ai attaqué la vente directe. On a la chance d'être dans une vallée touristique. On a la chance d'être à 1h30 de Toulouse, d'être dans une vallée déjà qui est émergée au niveau du tourisme. Tu vas faire venir ces personnes dans des activités d'animation où tu vas leur expliquer ta culture. C'est le pastoralisme, c'est la transhumance, c'est la vie de ces montagnes, c'est les races locales, la tarasconnelle, le cheval de Mérens, la gasconne, etc. Et donc, j'ai commencé à organiser des balades de transhumance que 30 ans après, on fait toujours. On amène les personnes, plusieurs fois par semaine, les touristes, voir le troupeau de vaches à la montagne. On explique la vie de l'élevage, le travail d'être éleveur en montagne, le parcours du troupeau, la biodiversité, le lien entre l'homme et la montagne. Et à midi, on fait un beau repas avec nos produits sur la montagne. Voilà. Ça a marché rapidement, ça? Ça a marché de suite. C'est vrai? On est quand même assez loin de Toulouse, on est quand même assez loin de la civilisation, on va dire. Comment on arrive à se faire connaître assez rapidement pour pouvoir vivre de ça? Alors, il y a un biais qui a été super important. C'est que j'ai analysé rapidement la situation de l'hébergement touristique dans nos vallées. Et j'ai vite compris que les hébergeurs seraient des gens qui pourraient m'amener pas mal de clients. Il y a d'abord les grands hébergements touristiques, les grosses structures. Ces gens-là font des pots d'accueil le week-end quand ils accueillent les gens qui viennent en villégiature pour la semaine. Et dans ces pots d'accueil, je suis allé me présenter et je leur ai dit j'ai une activité qui va plaire à vos touristes. Et depuis 30 ans, on fait ces pots d'accueil. Ces pots d'accueil, vous avez 100, 200, 300 personnes qui sont captives. Et là, vous intervenez à côté du gars qui fait du kayak, à côté de celui qui fait de la randonnée, du VTT et autres. On n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, c'est pour ça que je pose cette question. Exactement. Il y a 30 Donc, ans, les pots d'accueil. Les pots d'accueil, être présent dans les pots d'accueil, et nous y sommes encore présents 30 ans après, pour parler de nos activités. Et après, il y avait tous les autres hébergeurs, plus petits hébergeurs, responsables de gîtes ruraux, d'hôtels, etc., où je suis allé me faire connaître. Où je leur ai dit, voilà, vous qui hébergez du monde, les gens, quand ils arrivent en vacances, ils cherchent des activités. Et quand vous partez en vacances, vous-même, vous allez vouloir comprendre comment travaillent les personnes chez qui vous allez. Et moi, je pensais que parler de ma culture pyrénéenne, de la transhumance, du pastoralisme, cette image un peu bucolique de ces vaches, de ces brebis en haut, en montagne,
pouvait être quelque chose qui intéressait, qui captait Mais il y a déjà les 30 clients. ans, 35 ans de cela, vous avez commencé à avoir une vision touristique de l'Ariège Oui. et à la mettre Oui. en place. Oui. C'était assez visionnaire, non je pense. Aujourd'hui, sur les pots d'accueil, nous sommes 15, 16, 17 prestataires avec toutes les activités qui se sont développées. Et il y en a, et c'est bien qu'il y en ait autant. Quand j'ai commencé, je vais vous dire, nous étions 3. Et donc, ces pots d'accueil, ils nous amenaient des personnes sur mon activité, balade transhumance, etc. De suite, j'ai monté un petit magasin aux Cabanes, là où il y a le magasin et le restaurant d'aujourd'hui. Donc, au retour de ces balades, ces gens-là, souvent, achètent des produits. Bien sûr. Mais là où je pense qu'on n'a pas été mauvais, c'est que très rapidement, on a créé un fichier client sur la base des adresses de ces gens qui venaient l'été. Et quand ils retournaient à Paris, à Bordeaux ou à Nantes, on leur disait « Oh, souvenez-vous, vous êtes venus avec nous à la montagne, vous avez vu ce petit veau qui courait, etc. etc. » Et bien tout ça… Vous pouvez l'avoir dans l'assiette, dans le petit veau. Exactement, on peut vous l'envoyer. Vous l'envoyez. Et voilà. Et nous avons, jusqu'à la création du restaurant, après on a changé un peu de stratégie, on a fait énormément de ventes par correspondance. D'accord. Et puis, on a vu que ce système-là, il était intéressant, mais qu'il commençait à s'essouffler. Par rapport peut-être à la concurrence qui arrivait. Exactement. Par rapport à de la concurrence locale, c'est-à-dire que d'autres faisaient de la vente directe de viande, on avait été les premiers, mais d'autres en faisaient. Par rapport au fait aussi que j'ai rapidement vu que le coût du transport allait augmenter. Et là, on s'est dit, il faut imaginer, il faut inventer autre chose. Et c'est là qu'on a eu l'idée du restaurant. 2011-2012, on crée le restaurant aux Cabanes avec Magali. Et c'est vrai que ce restaurant, aujourd'hui c'est Jason, c'est mon fils qui s'en occupe, hein, et il y a donné d'ailleurs un nouvel élan assez remarquable. Ce restaurant avec Magali, très rapidement, on l'a fait quand même exploser, hein, on l'a fait tourner. Hein. Aujourd'hui, il doit y avoir une douzaine ou 13 salariés dans ce restaurant. Comment ça se fait que ça a marché assez rapidement? C'est votre notoriété qui était déjà en place, qui a fait un peu boule de neige, vous pensez? Je pense qu'il y a eu la notoriété. Je pense aussi qu'il correspondait à des attentes. Quand vous allez en vacances quelque part, vous avez envie de manger local. On a été dans cette posture de dire, on va manger local, mais plus que ça, plus que manger local, j'ai voulu que ce soit un lieu de partage de notre culture pyrénéenne. D'accord. C'est-à-dire que quand on vient à la Maison de la Cube, on va être chez des éleveurs qui partagent leur culture. Et une culture au sens large. Une culture, c'est des pratiques, c'est des façons de faire, c'est du savoir-faire d'hommes et de femmes. Mais une culture, c'est aussi tout ce qu'on appelle l'immatériel. On chante dans mon restaurant. Je chante des chants pyrénéens. C'est tout ça, une culture. Et ce que mangent les personnes qui viennent dans mon restaurant, c'est le fruit de cette culture. On a une expérience culinaire, une expérience visuelle. Exactement. C'est au-delà de manger une bonne viande, c'est vivre une expérience et c'est partager une culture à laquelle je suis très attaché. On l'a vu, hein, vous avez parlé de cette belle évolution. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce qu'il y a vraiment eu des coups durs malgré tout? Oui. La vie de chef d'entreprise est parsemée de coups durs. Il n'y a personne qui a une stratégie qui est linéaire. Alors en France, malheureusement, on accepte mal les échecs. C'est terrible. Aux États-Unis, ce n'est pas un souci. Pourtant, je dis qu'on construit derrière un échec. J'ai connu des échecs. J'ai connu des moments où ça n'a pas marché, où il a fallu serrer les dents, où il a fallu se remettre en question. Mais on doit s'enrichir et comment dire ça, et rebondir derrière des échecs. L'échec, il n'est pas rédhibitoire. L'échec, on en a C'est comme ça qu'on apprend, mais ce que vous dites, c'est très vrai. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont cette culture de si tu t'es pas cassé la gueule 1000 fois, c'est-à-dire que t'es pas encore assez bon. Aujourd'hui, en France, c'est vrai qu'on va pointer du doigt assez facilement si tu échoues, et en plus de ça, on va aussi te pointer du doigt si tu réussis. On va dire, mais s'il a réussi, non, mais c'est pour telle ou telle raison. Et s'il échoue, on le savait. Alors, on a vraiment cette culture qui est un peu… On n'est pas un pays de chefs d'entreprise. Non. On n'est pas un pays de création d'entreprise. Mais je pense que là, il y a une nouvelle vague, une nouvelle génération qui arrive. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense. Calque un peu sur ce qui se fait aux États-Unis, et ça va changer. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que les jeunes ont un nouveau regard. Moi, je suis assez désolé que les chefs d'entreprise que nous sommes, le chef d'entreprise que je suis, puisse susciter autant de jalousie, autant de commentaires, autant de remarques déplacées. Comme vous dites, tu réussis pas, tu t'es planté, tu réussis, mais, etc. Après, il y a beaucoup de gens qui en sont quand même très, très,
très Bien sûr. satisfait, etc. Mais quand même. Vous le ressentez, vous? Je l'ai ressenti, bien sûr. Ouais. Je l'ai ressenti. Voilà, il y a eu des moments difficiles. Puis, vous le savez, il y a eu aussi des moments où, quand il y a un incendie sur le plateau de Beille, dont on ne sait pas encore pour quelle raison il a été mis, on sait que c'est criminel, mais on ne sait pas pour quelle raison il a été mis, où vous pouvez vous sentir potentiellement visé. Est-ce que vous êtes déjà senti en danger? Oui, suite à l'incendie du plateau de Beille, suite à l'empoisonnement de 25 cochons 3 semaines après, vous vous dites... Ça s'est enchaîné, quoi. Ça s'est enchaîné. Et puis l'empoisonnement. Alors même si on ne sait pas si c'était dirigé contre moi, en tout cas l'incendie de Beille, hein, on pourra toujours se poser la question. On sait que c'est criminel, mais on ne sait pas la raison. Mais en tout cas là, vous vous dites, c'est vrai, où c'est que peuvent s'arrêter des gens comme ça? Où c'est que ça peut s'arrêter? C'est lâche, c'est minable, ça fait mal. C'est vrai que voilà, il y a des moments comme ça de doute. Il y a des moments dans le parcours d'un chef d'entreprise où voilà, les fins de mois sont difficiles. C'est pas un parcours linéaire. Le parcours d'un chef d'entreprise, c'est une aventure. C'est une aventure. Et dans cette aventure, il y a des choses que l'on gagne, il y a des choses que l'on perd. Ornée d'obstacles. Et qui est faite d'obstacles. C'est ce qui nous fait progresser. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui souhaiterait être chef d'entreprise ou se lancer ou alors continuer à faire progresser sa société? Quel conseil vous donneriez avec un retour d'expérience? Le premier conseil que je donnerais, c'est qu'on n'y arrive pas tout seul contre le monde entier. C'est la première qualité pour moi d'un chef d'entreprise, c'est celui qui sait être humble, modeste et qui sait se faire accompagner. Quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas être bon partout. Il faut avoir conscience de ses qualités, mais aussi de ses lacunes pour pouvoir les compenser. Exactement. Et ça, c'est la première qualité d'un chef d'entreprise. En plus, on est des territoires où il y a des aides souvent à l'accompagnement de ce genre de choses. Et il faut en profiter. Mais également, quand je dis qu'on n'y arrive pas tout seul contre le monde entier, c'est qu'on appartient à un réseau social, humain. Moi, j'ai toujours considéré que de savoir travailler avec les élus, c'était important. Le maire de son village, le conseiller départemental. Les élus sont des gens qui ont de la bonne volonté, qui sont là pour vous aider dans votre parcours d'entreprise. Et franchement, moi, je n'ai qu'à dire du bien des élus qui ont été dans ces territoires, qui ont été aidants. C'est savoir, encore une fois, s'inscrire dans une dynamique de territoire et savoir ne pas exister tout seul et savoir tisser des liens avec tous les acteurs du territoire. Le réseau. Le réseau. Et ça, pour moi, avant d'être innovant, c'est important, avant d'être rigoureux, avant d'être créatif, avant d'avoir une vision économique claire, tous des éléments essentiels, évidemment, mais la première qualité, elle est là. Savoir se faire accompagner et s'inscrire dans une dynamique locale, dans un contexte local, d'entreprise, avec tous les acteurs de la vie publique et professionnelle d'un territoire. Je pense que c'est très inspirant. C'est des questions que j'aime beaucoup poser à nos personnalités. J'aimerais maintenant qu'on arrive sur un sujet un peu plus délicat. Pourquoi être impliqué dans ce combat qui est la réintroduction de l'ours? Absolument. Alors, bien sûr, j'assume complètement d'être un des fers de lance historique, on va le dire comme ça, de l'opposition à l'introduction d'ours dans les Pyrénées. Moi, je suis arrivé dans les années 2005-2006, dans ce combat, un peu après. Et en fait, il y a 2 événements qui m'ont fait arriver dans cette lutte. La première, c'est que j'ai vécu près d'une famille, qui est la famille Mirouz, dans l'Aston, un gros dérochement de 100 brebis à terre. Et j'ai vu à ce moment-là le malheur, la douleur, s'abattre sur une famille. Ces gens-là, qui sont une famille de bergers, valeureux, honnêtes citoyens, bons éleveurs, des gens éminemment respectables. Je les ai vus dans le malheur et je les ai vus vilipendés, critiqués. Vous êtes de mauvais bergers, etc., etc. Je trouvais ça inacceptable. On n'avait pas le droit de s'attaquer à des gens comme ça, de la façon dont on s'est attaqué à l'époque dans les médias et autres. Ça a été, je dirais, le côté émotionnel, le côté humain, les tripes, l'homme qui parle. Et puis, en m'intéressant à ce dossier, je me suis rendu compte que derrière ces introductions d'ours, il y avait un vrai projet politique porté par un éminent chercheur qui s'appelle Boltani, qui est à la FAO à Rome, qui théorisait sur l'ensauvagement des territoires. Et cet ensauvagement était repris à Bruxelles et un peu partout, dans certains ministères, notamment le ministère de l'Environnement. C'est-à-dire comment
on peut réensauvager certains territoires en Europe avec le mirage d'un territoire ensauvagé où l'homme ne serait plus là, revenir à des territoires complètement laissés à l'ensauvagement, comme le Yellowstone ou autre. Oui, mais pour quelle raison? Quelle est la plus-value pour vous? Le rêve que le territoire ensauvagé soit un territoire avec une biodiversité exceptionnelle. Le fait de croire que l'homme et la biodiversité, ça s'oppose, ce qui est une connerie pour moi phénoménale. Et ces gens-là ont dit, si on réensauvage de force, on va être accusé de fascisme, on va être accusé, etc. Donc, le prédateur peut être le moyen de préempter le territoire en expulsant les acteurs et les gens de ces territoires. Donc, de votre point de vue, de ce que vous nous expliquez, c'est que le prédateur est le prétexte, donc l'ours est le prétexte à l'ensauvagement donc, du territoire, à but, en tout cas, c'est pas très clair pour le prétexte ou le bras armé pour réensauvager des territoires, pour remettre comment dire ça, cette idée que je considère farfelue, qui est partagée à Bruxelles. À Bruxelles, on dit aujourd'hui que 15% des territoires en Europe doivent être réensauvagés. Ça veut dire réensauvager, ça veut dire que l'homme n'y a plus sa place. Voilà. En considérant que la présence de l'homme est antinomique avec la biodiversité. Moi, je suis persuadé du contraire. Vous savez, les Pyrénées, c'est l'endroit en Europe où il y a le plus de sites Natura 2000. C'est-à-dire que dans l'Europe des 26, les Pyrénées sont l'endroit où on compte le plus de ces sites Natura 2000, donc qui sont ciblés pour avoir une biodiversité absolument remarquable. Quand on regarde ces sites Natura 2000, ce sont tous des sites pastoraux, tous des sites où il y a des vaches, des brebis, des chevaux. Donc on considère qu'il y a une biodiversité qui est remarquable dans ces sites, parce que depuis des milliers d'années, il y a un mariage exactement. C'est ce que nous disait Louane, Miss France donc agricole. C'est ce qu'elle nous disait, on en a parlé, on est resté un petit peu en surface. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir ça avec vous, parce qu'on peut peut-être aller un peu plus en profondeur sur le sujet. Et donc c'est ce qu'elle nous disait, qu'aujourd'hui nos montagnes sont entretenues grâce à nos bergers, grâce à nos éleveurs qui entretiennent, donc, que ce soit les chemins de randonnée, qui entretiennent donc nos montagnes. Quand mes amis environnementalistes disent « Ah, il y a des milieux humides extraordinaires dans la vallée d'Aston et il faut les protéger », je leur réponds « Ces milieux humides, ils existent, pas parce que vous les avez découverts. Non, non. Ils existent parce que depuis des milliers d'années, notre pratique agricole hyper vertueuse a permis qu'ils existent. Et les entretiennent. Et ce pastoralisme-là les entretient, et ce pastoralisme-là les fait vivre, et ma foi a montré que ce mariage, il était absolument remarquable. Et ça permet le tourisme aussi, j'imagine. Et bien sûr, derrière ça permet le tourisme, ça permet d'avoir d'ouverture de paysages, ça permet de limiter les incendies, etc. Vous savez, les incendies extraordinaires qu'on a connus en Australie il y a 2 ans, c'est des territoires où on a mis des aborigènes dehors. On a mis les aborigènes dehors. Et aujourd'hui, se développent des incendies qui sont inarrêtables, alors que les aborigènes avaient leurs petits écobuages de territoire, eux maintenaient ces territoires absolument remarquables. Et c'est cette idée qu'il y a dans notre société où on oppose l'homme et la biodiversité. Et moi, je défends une biodiversité à échelle humaine, et ma foi, un territoire pyrénéen où on a réussi à marier l'agriculture avec le tourisme, avec la biodiversité, avec la pêche, avec la chasse, avec la randonnée, avec les VTT, avec les trailleurs, avec un multi-usage, ma foi, qui ne se porte pas trop mal. Alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais aujourd'hui, vouloir réensauvager ces territoires pour quelque part que la main de l'homme recule de ces territoires, moi je considère que c'est une faute politique, et c'est surtout une manière assez totalitaire d'envisager l'avenir. Parce que nous virer, nous, de ces territoires, pour moi, ce n'est pas imaginable. Non, mais la question, s'ils souhaitent vous virer, sauvager tout ce territoire-là, vous, les agriculteurs, vous devenez quoi? Vous partez où? C'est-à-dire que vous ne pouvez plus envoyer donc, vos bêtes en estive, donc vous les gardez enfermées? Votre réflexion est intéressante, hein, c'est-à-dire, je dis toujours que plus on aura d'ours, plus on aura de loups en France, l'élevage continuera à exister. Mais ce sera de l'élevage, la plupart du temps, hors sol. C'est-à-dire que les environnementalistes... Non, hors sol, qu'est-ce que c'est? Hors sol, c'est des animaux qui sortent jamais, élevés à un système industriel, etc. Donc ça veut dire que plus certains croient développer de la biodiversité à travers l'ours et le loup, plus ils vont développer de l'élevage qu'ils ne veulent pas, dont on sait
quand même qu'il est beaucoup moins pertinent en termes de biodiversité que de l'élevage pastoral tel qu'on peut le connaître en Ariège ou dans les Pyrénées. Bien sûr, oui, non, mais c'est très intéressant de pouvoir voir cette vision-là. Aujourd'hui, comment est organisée, si puis-je dire, cette rébellion contre l'ours? Est-ce qu'il y a une organisation? Si oui, quelles sont-elles? En France, vous savez, on est un État jacobin, un État très centralisé. Aujourd'hui, les décisions se prennent depuis Paris. C'est fort dommage, d'autant plus que dans la directive Habitat, article 22 de la directive Habitat, c'est la directive qui régit ce genre de processus d'introduction, etc. Il est dit qu'on doit tenir compte de l'avis des populations concernées. Oui. C'est l'article 22 de la directive Habitat. On doit tenir compte de l'avis des populations concernées. Les populations concernées, ce n'est pas un sondage qu'on fait avec des Parisiens, des Toulousains ou même des Fuxins. Les populations concernées, c'est les gens des territoires. Et ça n'a jamais existé. Pour moi, c'est une faute démocratique grave, aujourd'hui, d'être les oubliés de l'histoire. On a créé avec le conseil départemental, la fédération pastorale et la chambre d'agriculture, un PAM, c'est un parlement Avenir Montagne, qui réunit en fait tous ces acteurs de la montagne pour porter la voix de ces montagnards. Aujourd'hui, l'État ne nous reconnaît pas. Entre parenthèses, c'est Macron, à l'époque, que j'avais rencontré à Pau, qui m'avait dit « Mais constituez une instance représentative ». J'ai envie de lui dire, Monsieur le Président, on l'a constituée, cette instance représentative. Mais aujourd'hui, l'État centralisé parisien ne la reconnaît pas. Et je crois qu'on paye ce centralisme, on va l'employer comme ça, ce jacobinisme français, où toutes les décisions sont prises à Paris. Il faut que la démocratie revienne plus dans les territoires. Moi, je crois au bon sens des territoires. Je crois que c'est un enjeu politique majeur des prochaines années de redonner de la voix, de la légitimité, du pouvoir de décision au territoire. Et aujourd'hui, cet engagement que vous avez auprès de l'ours, est-ce qu'elle a eu des répercussions, que ce soit dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, mais également votre vie politique? Alors, je suis toujours engagé. Alors malheureusement, on a eu peu de victoires, peu de succès. Alors aujourd'hui, on a quand même en Ariège, je dois dire, un préfet qui a bien pris la mesure de la difficulté que nous avions devant nous. L'utilisation des bombes au poivre pour les bergers a été une bonne chose. Je pense qu'il faudra qu'on arrive à de la régulation. Ce n'est pas un vilain mot, la régulation. En Italie, dans le Trentin, en Europe, l'ours, espèce super protégée, eh bien, on a pris la décision de sortir du territoire, je crois, 6 ours par an maintenant. Il faudra qu'on ait le courage, comme on l'a fait pour le loup, dans les territoires comme le Couserans, où la densité d'ours devient invivable, où on crée du malheur. Il va falloir, comment on va dire ça, un petit peu retirer des ours. Réguler pour réguler. Et il va falloir réguler. Ça va être le combat de mes années à venir. Et vous partez sur ce nouveau combat-là parce que vous estimez avoir perdu l'autre, celui de ne pas réintroduire l'ours? On n'a pas gagné beaucoup de choses, ça c'est sûr. Hein. On a été d'échec en échec, peu entendu. On a un avantage, c'est ce lien qui nous unit avec les élus du territoire, le conseil départemental, les communautés de communes de montagne, quelles qu'elles soient, celle du Couserans avec M. Vigneault, celle d'ici avec Alain Naudy, voilà, le département avec Christine Tequi, la fédération pastorale avec Alain Servat, les autres syndicats, on partage cette vision par rapport à la prédation. On l'a tous, cette vision. On se serre les coudes et on avance. Voilà, maintenant, il faudra qu'on soit entendu. Outre l'impact qu'on a de l'ours sur les bêtes, sur les agriculteurs, mais est-ce que l'ours a déjà attaqué des hommes en montagne? Alors, est-ce qu'il est agressif? Dans les Pyrénées, le chasseur qui a légitime défense a tiré sur l'ours, quand même, il y a quelque temps. Vous savez, en Italie, il y a un trailer qui a été carrément attaqué et tué par un ours. En Europe centrale, en Roumanie et autres, chaque année, on compte des dizaines d'accidents et des gens qui sont tués par des ours. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas dans les pré-BFDD, dans nos montagnes. Oui. D'autant plus que voilà, il y a de plus en plus de rencontres hommes-ours et on peut vraiment craindre le pire. Alors, d'abord, ça sera un drame, bien sûr, pour les personnes concernées et leurs familles,
mais également vous imaginez l'impact que ça pourrait avoir en termes touristiques pour le territoire concerné. Et le territoire concerné, il y a quand même beaucoup de chances que ce soit l'Ariège. Oui, malheureusement, on peut se sentir en insécurité quand on sait qu'il y a des ours et vous savez, en liberté, qu'on se promène. Le tourisme que nous avons en Ariège, c'est des gens qui viennent en famille, qui viennent avec des enfants. Je ne suis pas convaincu du tout que ce tourisme très familial s'harmonise très bien avec une présence importante d'ours bruns. Bon. Je vous remercie Philippe pour ce sujet-là. Je souhaiterais conclure un peu l'interview sur l'Ariège, sur l'amour de l'Ariège que vous portez et surtout sur le sport. Quelle est votre relation entre le sport et l'Ariège ? Le sport, pour moi, c'est d'abord la montagne et c'est plus qu'un sport. Hein, c'est une pratique. La montagne, je l'ai chevillée au corps. Je vous l'ai dit tout à l'heure par l'attrait, l'intérêt culturel, la curiosité. D'abord de la vie d'hommes et de femmes qui s'accrochent dans ces montagnes ou que ce soit dans le monde. La montagne, je l'ai apprise par mon papa. J'ai un père qui a été avant-gardiste et qui m'a dit « on va aller à la montagne pour rien, juste pour voir les cailloux, pour voir la montagne et pour profiter ». Et mes grands-pères ne comprenaient pas ça. Quand je revenais, ils disaient « t'as même pas ramené 1 kilo de champignons, une truite ». Non, et j'ai un papa qui m'a appris à aimer la montagne pour ce qu'elle était. Ce qui, dans ces années-là, était quand même quelque chose. Dans la montagne, je l'ai pratiqué beaucoup d'abord en randonnée. Et puis, il y a 7-8 ans, j'ai appris à connaître le trail. Ça a été pour moi une révélation. Une révélation pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, je fais à 60 ans, 62 ans maintenant d'ailleurs, des choses en montagne que je n'aurais jamais cru possible de faire. Oui, parce que vous avez fait quelques exploits là. Quand on fait la Diagonale des Fous, quand on fait la Pika Pika, qu'on fait la Pyramenta, etc. etc. Dans ces moments-là, c'est des moments de remise en question, c'est des moments où on met un peu le cerveau à côté de soi, c'est des moments où on pense à soi, à la vie, à sa famille, à l'essentiel, où on repousse toutes ses limites. Ça m'a permis aussi de me créer un réseau d'amis, souvent des jeunes qui pourraient être mes enfants et qui ne connaissent pas le Philippe Lacube, président de Chambre d'agriculture ou entrepreneur, qui m'appelle Philippe ou Philou et qui me prennent simplement pour le montagnard et le trailer que je suis. Que vous êtes, Et ça aussi, c'est beaucoup de fraîcheur. Bien sûr. On a besoin comme ça de se ressourcer avec tant de responsabilités. Vous avez raison, c'est exactement ça. C'est évident que c'est un moment de ressourcement, c'est un moment de paix, c'est un moment de repos, c'est un moment où on revient à l'essentiel de l'homme face à la montagne, face à la difficulté. Et je crois que c'est tout ça que je suis allé chercher dans le trail. C'est vraiment des moments de bonheur absolu et de rencontres assez extraordinaires. Vos performances à l'âge donc de 60-62 ans montrent bien quand même que vous avez du mordant, quoi. Et c'est aussi un peu le reflet de votre tempérament, hein. On repousse toujours un petit peu les limites, on va toujours un petit peu de l'avant. Oui, il faut du mordant, il faut aussi une grosse hygiène de vie, parce qu'il n'y a pas de secret. Après, là aussi, je reste modeste, j'ai 62 ans. Et de toute façon, le trail, je dis toujours, il y a les 4 ou 5 meilleurs. Et puis tous les autres, on lutte d'abord sur soi, pour soi. Je veux dire, le trail, c'est une école de modestie. J'aime beaucoup l'ambiance de ces courses de trail où il y a beaucoup de solidarité, où il y a beaucoup d'écoute. On ne se la pète pas, franchement, parce qu'on sait toujours qu'il y a meilleur que soi, quoi. Bien sûr, c'est une école d'humilité aussi, et j'aime bien ça pour ça. En Ariège, quel est votre endroit préféré où vous adorez vous promener ou courir ? Alors, je vais pas le donner parce que ça risquerait d'amener trop de monde. Il y a beaucoup d'endroits que j'aime, mais j'en ai un particulièrement qui est au fin fond de la vallée de Vic-de-Sceaux et plus particulièrement de la vallée de l'Artigue. Voilà, sur un secteur où il y a certains sommets qui s'appellent les Punes-Tussane, Eguenauille, etc. Un secteur de haute montagne très sauvage, très beau. Il y a beaucoup d'endroits que j'aime en Ariège. Mais celui-là, quand même, c'est quelque chose. Bon. Merci Philippe. Merci à vous pour ce moment et pour cet échange. Pour clôturer tout cela, avant de se quitter, je vous offre ce petit cadeau. On offre ça à toutes nos personnalités. C'est Élodie Vert de la société Ma Carte Connectée sur Saverdun qui crée, un suspense, des cartes de visite ou porte-clés de visite connectées. Parfait. Donc, c'est très simple d'utilisation. Il y a une puce NFC
vous la posez sur votre téléphone ou sur le téléphone d'un client, d'un copain, de qui vous voulez. Et là, vous avez une fiche contact qui apparaît. En un clic, c'est fait. Vous pouvez le personnaliser, y mettre des liens, y mettre des vidéos, y mettre tout ce que vous souhaitez, voire même des documents pour la Chambre d'agriculture. Comme ça, au moins, hop, vous êtes en réunion, paf, ça se met directement. C'est très pratique pour le business, c'est très pratique pour le perso, c'est pratique pour tout. Et vous la même personnalisez un peu derrière. C'est personnalisé. Et je vois, ouais. Voilà. Ben, c'est l'innovation dans la ruralité, l'innovation en Ariège. Exactement. C'est extraordinaire. C'est éco-responsable, bien évidemment. Ouais. Bravo et merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci Philippe Lacube pour cet entretien et cet échange. N'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux, à mettre un petit like, à commenter, à poser des questions donc à Philippe Lacube si vous le souhaitez. On y répondra, on restera vigilant sur les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, on se retrouve donc semaine prochaine pour découvrir une nouvelle personnalité.